supposons, on va prendre des cas simples. Si tu achètes, tu me dis, Houssen, j'ai 100 000 euros de trésor excédentaire à placer, je veux acheter du Bitcoin. Ok, fine. Pour combien de temps? Est-ce que c'est pour faire un bet sur moins d'une année d'un point de vue comptable, parce que un exercice comptable est de 12 mois, ou alors tu es un maxi où tu crois en Bitcoin à la proposition de valeur et donc tu vas le garder très longtemps et donc tu vas le vendre ultérieurement si jamais tu le vends, bien évidemment. Et donc à partir de là, si tu fais un bet pour terme, donc moins de 12 mois, ça ira dans un compte d'instruments de trésorerie. Donc il y a les comptes 522 qui ont justement été créés par l'ANSEE en 2018 et ensuite en 2020. Initialement, ils étaient dans le compte 520 et ensuite en 522 en 2020. Peut-être définissons ce qui est de la trésorerie excédentaire. C'est vraiment de la trésorerie une fois que tout le monde a été payé. Que cette trésorerie ne va pas servir à autre chose que de dormir ou de les faire fructifier. Parce que souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai encore des entrepreneurs qui me disent, Houssen, de toute façon, la TVA, je vais la payer au mois de mai de l'année prochaine. Je vais investir en Bitcoin, je ne sais pas dans quel autre crypto shitcoin, et je vais espérer un gain, et ensuite, qui plus est, je vais faire du levier, ça sert à rien que cette réseau dort parce que je vais payer la TVA plus tard. Et non, en fait, officiellement, ça, c'est pas possible. C'est ce qu'on appelle un abus de bien social. Sur le volet compte instrument de trésorerie, tu peux aussi acquérir des crypto-monnaies pour payer, par exemple, des fournisseurs à l'autre bout du monde, ou même en France, on a tout simplement un stablecoin ou autre crypto-monnaie, qui vont toujours dans cette catégorie-là, de la même manière que les placements court terme. Et tu peux avoir également des clients qui te payent en crypto. Moi, j'ai par exemple des clients qui me payent en crypto. Et donc, dans mon cabinet, en fait, j'ai un compte comptable. Enfin, j'ai de la crypto qui va dans un compte 52. J'ai de la crypto qui est dans un compte d'immobilisation incorporelle parce que elle est acquise pour d'autres raisons que celle qui est utilisée pour les comptes 522. Bonjour Hussein, Salut Elodie. comment ça va? Ça va et toi? Ça va super. Je suis très ravie de t'avoir sur mon plateau aujourd'hui. C'est la première fois que j'interviewe un expert comptable et j'ai plein de questions pour toi. Mais la première sur ce plateau, c'est une tradition, c'est que l'invité nous explique comment il ou elle est rentré en contact avec cet objet curieux qu'est Bitcoin et ce monde des crypto-monnaies. Donc le micro est à toi, Hussein. Avant de commencer la présentation, je voulais te remercier pour cette opportunité. Merci pour l'invitation. Comment je suis arrivé au Bitcoin et aux cryptos? Déjà, j'ai découvert en fait d'abord les cryptos avant de découvrir vraiment l'aspect, la grande monnaie, le Bitcoin. Pour commencer, je suis arrivé en fin 2016, début 2017 dans l'écosystème et c'était la grosse vague des ICO à ce moment-là. Je suis rentré avec des mauvaises intentions, notamment de devenir riche au bout d'une semaine, et je me suis bien cassé la figure. J'ai appris beaucoup de choses à ce moment-là, et c'est ensuite que j'ai découvert la blockchain, le Bitcoin, même si j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que le Bitcoin était quand même une espèce très différente des autres crypto-monnaies. Pourquoi j'ai creusé aussi, en fait, à ce moment-là de la période de ma vie, en fait, j'étais en train de, comment dire, chercher un sujet de mémoire pour mon diplôme d'expertise comptable. Donc le diplôme d'expert comptable, il y a t'as 3 matières et une des matières c'est le mémoire. Et donc faut rédiger un mémoire qui te plaît sur un sujet qui te parle et que tu as envie de rédiger 100 pages dessus. C'est quand même un gros boulot de recherche, de travail et de pratique à mettre à disposition en fait des confrères et consoeurs. Et donc c'est comme ça que au fur et à mesure du temps passé, en fait, j'ai découvert d'abord les ICO. Donc je m'interrogeais sur comment un expert comptable pouvait accompagner soit des porteurs de projets qui faisaient des ICO, ou alors des particuliers ou alors des professionnels à investir dans les ICO. Ce sujet a été traité. Ensuite, j'ai découvert le Lightning Network. Et de fil en aiguille, je suis arrivé jusqu'à la DeFi. Donc, il s'est passé presque 3-4 ans, le grand boom de la DeFi en 2020. Et celui-là a été un vrai déclic pour moi. Le sujet de la finance décentralisée, notamment les stablecoins, acheter, vraiment sentir de confiance. C'était un peu contradictoire parce que en étant expert comptable, on a un peu le tiers de confiance et là, en quelque sorte, moi, voilà, à titre personnel, j'étais un grand fan du sujet, mais comment faire accepter ce sujet auprès de la profession, notamment de inciter, conseiller des clients à investir, à placer de la trésorerie excédentaire en finance décentralisée et donc sans tiers de confiance. Bref, j'ai rédigé ce mémoire, j'ai été diplômé et donc j'ai ensuite créé Odol Consulting. Voilà pour la grande présentation. Très beau parcours. Ça veut dire que tu as fait ton mémoire sur le sujet
beaucoup de recherches à l'époque. Est-ce que c'est facile de trouver des informations d'un point de vue comptable sur tout ce beau petit monde? Parce que j'imagine que c'est un peu le no man's land. Je te confirme que c'est le no man's land et c'est toujours le no man's land sur beaucoup d'aspects. Non, j'ai passé beaucoup de temps à chercher, mais un peu la particularité, c'était vraiment de mettre la main dans le cambouis, c'est-à-dire comprendre les mécanismes de la DeFi, c'est quoi les impacts, comment tu schématises tout ça d'un point, enfin les différents flux, et derrière, tu essayes de réfléchir à comment tu vas comptabiliser chacune des actions que tu vas faire notamment dans mon cas qui était la finance décentralisée sur le sujet que je traitais. Donc ça c'est le premier point. En fait, disons que l'autorité des normes comptables et de manière générale notre profession a été quand même très avancée sur le sujet de la blockchain, les crypto-monnaies et notamment il y a eu un certain nombre d'articles qui ont été sortis. La profession avait même créé à l'époque un groupe de travail sur la blockchain et ils avaient mis un certain nombre de diplômes d'experts comptables sur la blockchain. Donc pour te dire, et ça c'était en 2017 et jusqu'à il y a encore quelques années, en fait, on a deux grandes messes dans l'année au niveau de la profession qui sont les universités d'été et le congrès de l'ordre des experts comptables. Et on avait énormément de sujets sur les crypto-monnaies, sur la blockchain. Il y a eu un certain nombre de formations sur le sujet. Donc il y avait quand même de la documentation des confrères et certaines consoeurs aussi qui s'intéressaient à cet écosystème. Et surtout, dès 2018, l'ANC, qui est l'autorité des normes comptables, a pondu, si je peux dire ça comme ça, en fait, des comptes comptables, en tout cas, et des instructions sur comment comptabiliser les crypto-monnaies dans le bilan de la société. Et la grande littérature, et en gros, j'ai envie de dire la dernière littérature à ce sujet date de 2020, qui a été un peu un update de 2018, donc qui est l'ANC 2020, qui traite en fait surtout deux sujets, qui sont les ICO, 4 ans après le grand boom des ICO, et les prestataires de services sur actifs numériques, donc les Ok. PSAN, maintenant les PSCA. En fait, ce qui s'est passé, c'est que 2019, c'était la loi Pacte qui a officialisé le statut des fintech crypto, donc les prestataires sur actifs numériques. Et donc, l'autorité des normes comptables a tout de suite sorti, en fait, des instructions pour, à l'égard des experts comptables pour qu'ils puissent accompagner ce type de clientèle D'accord. et traiter parce que la comptabilité de ces fintechs ne sont pas les mêmes qu'un trader, un mineur, un entrepreneur qui avance dans le monde de la DeFi ou voilà qui fait des simples paiements en crypto, etc., etc. Voilà donc Mhm. et depuis cette date, disons qu'il n'y a pas vraiment de littérature, donc moi j'ai un peu navigué en mode aveugle sur tout ce qui a été, tout ce qui est arrivé en fait depuis 2020, hein, donc la finance décentralisée à proprement parler, le métavers, la tokenisation, les NFT, etc., etc. Mais quand tu prends un peu de recul, tu vois que tu arrives quand même à traiter un certain nombre de choses. Je prends souvent cet exemple en fait des NFT en fait où on dit oui, mais comment je comptabilise le NFT? Mais c'est quoi ton NFT? Parce que tu peux tout avoir derrière ce mot NFT. Tu peux avoir une place de concert, tu peux avoir un accès à un club, tu peux avoir une œuvre d'art. Donc en fait, dans le monde tradit, dans la vraie vie, comment tu comptabilises une œuvre d'art dans la comptabilité? Comment tu comptabilises un accès à un club? Et en partant de ce postulat, en fait, tu comptabilises ce NFT en fait directement dans la comptabilité en utilisant la compta tradit. C'est plus le sous-jacent au final qui définit la nature comptable de l'objet. Là, en l'occurrence, ouais, sur le sujet des NFT. Ouais. Mm. Et du coup, donc tu commences à exercer. Est-ce que tu te spécialises? Parce que du coup, là, moi, je vois deux typologies de clients. Il y a les fintech crypto, donc les entreprises qui proposent des services sur la crypto, et aussi les entreprises, on va dire, classiques, qui, elles, ont de la crypto dans leur comptabilité ou qui acceptent les paiements en crypto. Donc, quelle est ta spécialité ou tu fais les deux? Non, je fais les deux. En fait, la genèse de Hodl, elle vient, en fait, moi, je passais tellement de temps dans le monde de la crypto, dans le monde du Web3, en fait, à force de naviguer dans les Discord, dans les Telegram, dans toutes les soirées crypto en Île-de-France et même à l'étranger, en fait, il y avait un constat qui était que les entrepreneurs avaient beaucoup de mal à trouver un expert comptable crypto, ou alors l'expert comptable, mes confrères ou consoeurs qu'ils avaient, n'acceptaient pas qui manipulent de la crypto parce que très compliqué
à gérer d'un point de vue comptable, très compliqué à gérer d'un point de vue lutte anti-blanchiment parce qu'on est soumis à ces normes de lutte anti-blanchiment en tant que tiers de confiance. Et donc, beaucoup de difficultés de ce côté-là. Moi, je voulais absolument être acteur et non spectateur du monde de la crypto. Faisant ce chemin, voilà, moi j'étais pas développeur, j'étais pas marketeur. Ce que je voulais, c'était travailler dans ce monde-là, et je me suis dit, bah écoute, je vais créer cette boîte pour lier ma passion et mon métier. C'est comme ça que est né Odol. Et en fait, aujourd'hui, Odol, justement, pour répondre vraiment à ta question, j'ai pas de spécialité sur se dire que bah, Odol est dédié au fintech crypto ou alors aux acteurs de la crypto. J'accompagne l'ensemble de l'écosystème du monde de la crypto. En fait, une des particularités justement de Odol par rapport à des confrères ou consoeurs qui ont soit un gars ou une nana qui bosse pour le cabinet ou alors un pôle dédié. Nous, notre cabinet est dédié à 100% à l'écosystème crypto, c'est-à-dire qu'on est vraiment spécialisé aujourd'hui. C'est le seul cabinet qui fait ça, en tout cas au niveau de la France. Et du coup, on accompagne bah, les acteurs fintech crypto, les entrepreneurs, les pure players de la crypto en fait, donc les mineurs, les traders, les boîtes qui ont développé leur propre protocole DeFi par exemple, et également de plus en plus des boîtes traditionnelles en fait qui viennent nous voir aussi bah, parce qu'ils placent de la crypto, de la trésor pardon excédentaire en crypto, en DeFi. Et de plus en plus aussi un service qui est développé aussi parce que bah, les experts comptables ne veulent pas continuer à ne pas traiter ce type de clientèle. Et donc, Odol Consulting s'est positionné sur la sous-traitance ou l'accompagnement en fait sur le volet compta crypto de ses clients parce que bah, du coup, on n'a pas pour vocation de prendre l'ensemble de la clientèle qui manipule de la crypto. L'idée, c'est on gère ce qu'on sait faire. Voilà, moi, je sais pas gérer, par exemple, des pharmacies, des VTC, j'en sais rien. Et donc, je préfère que mon confrère ou ma consoeur garde son client et qu'il le permette d'utiliser ou l'autoriser à, pas vraiment le mot autorisé, il est pas adéquat, mais à gérer les cryptos. Et du coup, moi, j'interviens sur l'aspect crypto comptable. Ok, super clair. Donc c'est aussi donc ça m'amène sur une autre question. Est-ce que aujourd'hui tu as remarqué par rapport au début de ton exercice jusqu'à aujourd'hui un intérêt en fait des personnes de ta profession? Parce que tu disais que bah, l'idée de créer une boîte dédiée sur la crypto venait aussi du fait que bah, certains comptables, et moi j'en ai rencontré, hein, donc j'en profite pour te partager une anecdote d'un client avec qui on avait fait pas mal d'échanges, on avait fait des présentations et puis on avait bien designé comment il allait intégrer les paiements en crypto dans ses différents magasins, et son comptable lui a dit non, ne fais pas ça parce que c'est trop risqué et tout ça. Donc bah, il a pris peur et puis du coup il a annulé le projet. Donc effectivement, il y a des comptables qui, et puis là je te parle de ça, c'est en 2025, qui en 2025, on va dire, déconseillent à leurs clients de toucher à la crypto. Donc est-ce que tu as cette même, on va dire, vision, ou est-ce que tu as l'impression que ça commence à changer petit à petit, tu as plus de confrères qui viennent vers toi pour te demander de les aider sur le sujet? Alors, comme moi, je suis spécialisé et catalogué comme ça, bah, bien évidemment, en fait, des confrères et consoeurs viennent me voir sur ce sujet-là. Après, si on sort un peu de la bulle, c'est un sujet qui reste de niche et qui reste anecdotique. C'est vrai que à l'époque où un client venait voir l'expert comptable et disait, bah écoute, ça m'intéresse d'investir dans la crypto. Là aujourd'hui, c'est une dizaine de clients. Donc les experts comptables en fait se disent ah bah je peux pas continuer à dire non ou à refuser le client ou à lui dire ah bah non tu peux pas investir. Donc il y a quand même cette conscience de ce côté-là. Après on a énormément de sujets à gérer. L'actualité avec l'intelligence artificielle, l'actualité avec la facturation électronique qui va complètement bouleverser notre façon de travailler à partir de l'année prochaine, et c'est quelque chose qui est déjà effectif. Donc on a pas mal de sujets à traiter, et en fait disons que ça concerne cette typologie de clientèle reste quand même très anecdotique. Donc voilà, quand c'est à gérer, ils essayent de gérer, mais c'est pas un sujet si populaire que ça si on sort de cette bulle. Ça marche. On va rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc, pour une entreprise, il y a plusieurs façons d'avoir des cryptos dans son bilan ou en tout cas dans sa trésor. Comment ça se passe pour une entreprise qui se dit bah j'ai de l'excédent de trésorerie,
en fin d'année ou même plusieurs fois dans l'année, je vais utiliser une partie de cet excédent de trésorerie pour acheter des crypto-monnaies. Comment ça se matérialise d'un point de vue comptable dans son bilan ou dans son résultat? Alors, en fait, il y a plusieurs questions à se poser. C'est déjà vraiment cette notion de trésorerie excédentaire. Une fois, peut-être définissons ce qu'est de la trésorerie excédentaire. C'est vraiment de la trésorerie une fois que tout le monde a été payé. Que cette trésorerie ne va pas servir à autre chose que de dormir ou de les faire fructifier. Parce que souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai encore des entrepreneurs qui me disent, Oussem, de toute façon, la TVA, je vais la payer au mois de mai de l'année prochaine. Je vais investir en Bitcoin, je ne sais pas dans quel autre crypto ou shitcoin, et je vais espérer un gain, et ensuite qui plus est, je vais faire du levier, ça sert à rien que cette réseau dort parce que je vais payer la TVA plus tard. Non, en fait, officiellement ça c'est pas possible, c'est ce qu'on appelle un abus de bien social. Donc ça c'est quelque chose qui est pas possible, c'est vraiment cette notion de trésorerie excédentaire, et à bien tenir compte. Maintenant, pour répondre à ta question de comptabilité, en fait tout dépend aussi de sur le volet comptabilité, tout dépend de l'activité de la société. Donc là, en l'occurrence, on part sur quelqu'un qui investit en trésor excédentaire, donc c'est pas son activité principale d'avoir de la crypto, et donc c'est une activité accessoire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la crypto, elle est acquise pour quelle raison, quel est le profil de la personne qui l'acquiert. Si tu l'achètes, supposons, on va prendre des cas simples, si tu achètes, tu me dis, au sein j'ai 100 000 euros de Bitcoin, enfin, de trésor excédentaire à placer, je veux acheter du Bitcoin. Ok, fine. Pour combien de temps? Est-ce que c'est pour faire un bet sur moins d'une année d'un point de vue comptable, parce que un exercice comptable est de 12 mois, ou alors tu es un maxi où tu crois en Bitcoin, à la proposition de valeur, et donc tu vas le garder très longtemps, et donc tu vas le vendre ultérieurement si jamais tu le vends, bien évidemment. Et donc à partir de là, si tu fais un bet court terme, donc moins de 12 mois, ça ira dans un compte d'instruments de trésorerie. Donc, il y a les comptes 522 qui ont justement été créés par l'ANC en 2018 et ensuite en 2020. Initialement, ils étaient dans le compte 520 et ensuite en 522 en 2020. Si tu es plutôt un hodler et du coup, tu vas faire de l'investissement pour du long terme, là, on est plutôt dans ce qu'on appelle immobilisation incorporelle. Donc, c'est pas les mêmes impacts en matière de bilan, c'est pas les mêmes impacts en matière de travaux d'inventaire à la fin de l'année, parce que tu as des provisions à passer, tu as des dépréciations à passer, et c'est pas les mêmes informations que tu produis notamment dans les états financiers. Et il y a une troisième catégorie que sur le volet compte instrument de trésorerie, tu peux aussi acquérir des crypto-monnaies pour payer par exemple des fournisseurs à l'autre bout du monde, ou même en France, en fait, tout simplement en stablecoin ou autre crypto-monnaie, qui vont toujours dans cette catégorie-là, de la même manière que les placements court terme. Et tu peux avoir également des clients qui te payent en crypto. Moi, j'ai par exemple des clients qui me payent en crypto. Et donc, dans mon cabinet, en fait, j'ai un compte comptable. En fait, j'ai de la crypto qui va dans un compte 52. J'ai de la crypto qui est dans un compte d'immobilisation incorporelle, parce que elle est acquise pour d'autres raisons que celle qui est utilisée pour les comptes 522. Et une troisième catégorie, c'était pas vraiment ta question, et comme ça on a un overview global, c'est les traders. Eux, ça va dans le compte de stock, du coup, pas au niveau du bilan, donc c'est les comptes 3, avec des impacts également en matière de résultats qui sont différentes des deux autres catégories. Donc, il y a la première catégorie, c'est si ça va circuler, donc en flux. Ouais, Donc, ça veut dire que l'entreprise peut l'utiliser, par exemple, pour payer un fournisseur, ou elle a reçu en fait ça d'un client et elle se dit, bah, je vais les revendre peut-être immédiatement ou quelques mois après pour le fonctionnement de l'entreprise. Ensuite, il y a ce qu'on investit, on se dit c'est pour le long terme, donc ça va dans la partie immobilisation incorporelle, et pour les traders, ça va dans la partie stock. exactement. Est-ce que, parce que prenons l'exemple d'une entreprise qui vend, je sais pas, des voitures ou des maisons, donc des biens et des services avec des prix assez conséquents, qui reçoit, par exemple, 100 000 euros en Bitcoin. Les 100 000 euros, elle se dit, bah, je veux diviser une partie que je vais utiliser et l'autre que je vais vendre, mais je sais pas a priori en fait la répartition. Ça va dépendre de comment Bitcoin s'apprécie. Dans ce cas précis, est-ce qu'elle est obligée a priori en fait, de faire le travail de se dire non, je vais mettre 50% en Bitcoin et garder 50%
enfin 50% en investissement et 50% en flux, ou alors c'est quelque chose qui peut se faire au fil de l'eau et changer en fait l'année prochaine. Oui, en fait, la clôture comptable, elle s'opère une fois. Les travaux d'inventaire, tu les fais à la clôture de ton exercice. Ok, Donc, tu as le temps de voir, en fait, au moment du bilan, enfin, moi, en tout cas, je pose la question à mon client, qu'est-ce qu'on fait, en fait? Est-ce que, si on n'a pas déjà l'action qui a été exécutée par le client, concernant cette crypto-monnaie qui est encore au bilan, est-ce que tu comptes la garder? Est-ce que tu vas l'utiliser? Est-ce que tu vas la swapper incessamment sous peu en fonction des réponses, tu appliques les traitements comptables de l'autre côté. Donc, c'est pas au fur et à mesure, tu changes pas de compte parce que tu as changé de réflexion ou d'accord. c'est une fois par an et bien évidemment, en fait, tu peux aussi revenir sur ta décision, c'est-à-dire que la première année, peut-être que tu t'es dit, écoute, tout va très bien, moi j'y crois fortement au Bitcoin et écoute, je suis bien parti pour le garder pendant 5 ans et en fait l'année d'après tu te dis finalement écoute peut-être que j'y crois plus tant que ça au Bitcoin ou alors j'ai besoin de trésorerie. Là en fait la compta elle change aussi, en fait elle est pas si figée que ça, c'est en fonction de du moment que tu as une cohérence et une explication, nous, en tant que comptable, du coup, on traduit ça comptablement et derrière, après, on explique dans les états financiers, dans ce qu'on appelle les annexes comptables. Ok. Donc ça veut dire que en début d'année, je reçois le paiement, je me dis je vais le garder. En fin d'année, j'ai des besoins et puis je le revends. Donc on remet juste à jour en fait C'est ça. la vision en fait elle traduit au final ce qui s'est passé en réalité ou ce Exactement. qui va se passer. Ok. Ça marche. En tout cas c'est super clair. Est-ce qu'il y a une différence parce que tout à l'heure tu disais par exemple pour payer des fournisseurs etc ça va être plus stablecoin. Bitcoin souvent ça va dans la réserve. Est-ce qu'il y a une différence d'un point de vue comptable entre les différents jetons? Donc, est-ce que par exemple Ether et Bitcoin sont dans la même catégorie comptable et est-ce que c'est le même cas pour les stablecoins? C'est une question que j'ai assez régulièrement. En fait, je pense que cette question, elle est perturbante dans le sens où en fait, comme certains pays ont considéré le Bitcoin comme monnaie légale et donc en fait ils se disent comment on va traiter ça. Aujourd'hui, d'un point de vue juridique, la définition est la même pour toutes les crypto-monnaies. Le Bitcoin, l'Ethereum, le stablecoin, ils sont tous catégorisés dans les actifs numériques. Et l'actif numérique a une seule et même définition et donc d'un point de vue ANC, ça va dans le même compte comptable. Du moment que c'est du BTC, enfin, du coup, pour répondre à ta question, pardon, BTC, ETH, USDC, USDT, peu importe, stablecoin, en fait, ils vont tous dans les mêmes comptes comptables, tu vois, dans les 208, les 522, les comptes Ok, 3 pour le stock, en fonction de l'usage qui va en être fait. Il n'y a pas de compte comptable pour le Bitcoin parce que c'est un cas spécifique ou l'Ethereum ou d'autres cryptos ou encore des stablecoins qui sont de plus en plus utilisés. d'accord. Donc effectivement, c'est la même règle pour tout le monde. Pour autant, j'imagine que sur la partie euh, revente, parce que les stablecoins, typiquement, en réalité, il n'y a pas de plus-value quand tu les convertis en euros, sauf si tu as fait de la DeFi entre-temps. Alors, je reviens un peu en arrière. Je reprécise que les comptes sont les mêmes. Par contre, par simplicité, tu splits de la même manière que tu splits les différentes devises à cours Ok. légal, euro-dollar. Mm. Tu les splits dans différents comptes. C'est-à-dire, tu vas pas juste avoir un compte 520 et tu fous l'ensemble de tes cryptos là-dedans. Parce que Ok. en termes de suivi et de présentation des comptes, c'est juste affreux. Et donc, en fait, tu crées un 522 ou un 208 par crypto-monnaie. Ceci dit, il n'y a pas un compte comptable dédié. Donc ça, c'était pour la petite précision. Maintenant, pour la question du coup que j'ai perdu. C'est sur la partie revente. Revente. Alors, euh, d'un point de vue sur les autres crypto-monnaies, du coup, la revente, si c'est une plus-value ou une moins-value, en fait, tu as les comptes comptables en matière de résultats qui viennent s'intégrer, peu importe la crypto en question. Et là où je reprécise sur la partie stablecoin, je suis désolé, mais tous les stablecoins, enfin les stablecoins peuvent avoir un dépeg, peuvent fluctuer avec ne serait-ce que l'euro-dollar a pas mal fluctué cette année. Donc un USDC peut aussi avoir de l'impact. C'est pas tu peux avoir acquis un stablecoin pour 1 euro égale 1,05 USDC
Aujourd'hui, un euro au moment où on tourne, c'est dans les 0,85 ou 0,87. L'inverse, un USDC égale 0,87 Ouais, euros. euro. Tu as quand même l'écart à passer. Et c'est la même chose côté fiat. C'est-à-dire que moi, j'ai des clients qui ont également des devises en USD. Je traite de la même manière ces USD que l'USDC ou l'USDT. Et derrière, tu as l'impact de la revalorisation à comptabiliser. En fait, ça fonctionne comme le forex. En fait, si tu fais voilà, du plus-value avec les échanges de devises, donc tu le déclares aussi et tu payes l'impôt sur des C'est ça, sociétés. exactement. Et du coup, euh, l'impôt, c'est vraiment l'IS. En fait, c'est soumis à l'IS tout simplement comme n'importe quelle autre plus-value de l'entreprise. Alors là-dessus, en fait, tout dépend du régime fiscal que l'entreprise applique. Donc, impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés. Mais dans ce cas de pratique, pour faire plus simple, on va dire que la société est soumise à l'impôt sur les sociétés. Et donc, le résultat taxable, prenons un cas général, en fait, c'est pas cette plus-value ou les gains financiers ou les pertes financières sur la crypto qui vont être taxés à l'IS. Le résultat est constitué de ces plus ou moins values, en chiffre d'affaires, tes autres revenus, tes autres charges, tes frais de comptable, tes frais de banque, tes frais de restauration, j'en sais rien. À la fin, tu fais le plus de tous les revenus, moins toutes les charges, ça te donne ton résultat taxable. Ce résultat taxable jusqu'à 42 500 est taxé à 15% si la société est détenue à 75% par des personnes physiques. Et au-delà de 42 500, tu passes à 25%. Donc, en fait, peu importe les flux qui sont générés de par la crypto, positif ou négatif, ils vont être intégrés dans le résultat global qui, lui, va être soumis soit 15, soit 25% selon le franchissement du seuil des 42 500. Ok, bah, c'est très clair. En tout cas, le premier point qui saute aux yeux, c'est que cette a priori, hein, cette fiscalité, elle est plus avantageuse d'un point de vue société que d'un point de vue particulier. Du coup, est-ce que un particulier qui se dit je veux investir en crypto sur le long terme, est-ce qu'il a plus intérêt à créer une société et à investir via cette société, par exemple une micro ou une SASU, ou alors de le faire directement au titre particulier. En fait, les deux catégories ont ses avantages et ses inconvénients. Pour un des avantages que tu as cité, en fait, effectivement, la formule pour le particulier est très complexe sur le calcul, en fait, et on ne sait jamais si tu es considéré comme pro, pas pro, derrière les impacts. Certes, ok, t'as pas de comptabilité à gérer, mais cette formule de calcul reste complexe, ça c'est la première chose. Mais derrière, tu as un des gros avantages qui est la neutralité fiscale entre crypto à crypto, qui n'existe pas au niveau des pros en fait, tout simplement. Au niveau de la société, aujourd'hui, chaque transaction pardon, est soumise à comptabilisation. En BTC, tu as swappé avec compte de l'ETH ou du stablecoin. Il suffit que tu avais acheté ton BTC à 50 000. Au moment où tu swaps compte de l'ETH ou du stablecoin, il est à 100 000. Tu auras un impact de 50 000. Alors que tu n'as pas sorti de l'euro à aucun moment. Ok, tu vois ce que je veux dire? Donc, ce qui n'est pas le cas côté particulier. Après, tu as également des avantages côté entreprise. Si tu fais une perte, cette perte, tu peux la reporter l'année d'après. Tes frais de gaz, tu peux les déduire de ta comptabilité, etc., etc. Et ensuite, et après, c'est plutôt la question de la société, c'est on parle de quel capital, on parle de quelle typologie de transaction on va faire, et surtout, qu'est-ce que tu comptes faire avec cet argent. C'est-à-dire que si tu n'as pas besoin de cet argent tout de suite, tu as déjà un travail à côté, etc. et tout, ça se discute. En fait, il y a une arbre de décision. Quand moi j'ai cette question souvent en consultation, c'est souvent on discute, c'est quoi le projet en fait? Si c'est juste investir tous les mois un peu des sous de la crypto, encore une fois, c'est quoi ces sous? Elle représente quoi par rapport à ton revenu global? C'est quoi le projet derrière? Et en fonction des gains espérés, est-ce que tu comptes réinvestir, je sais pas, en private equity, en SCI, est-ce que tu comptes réinvestir ces cryptos? En fonction de tous ces éléments-là, je suis en mesure de dire si ça vaut le coup d'investir via la société ou continuer à titre particulier. Mais c'est pas aussi noir et blanc, c'est-à-dire qu'il y a des D'accord. cas de figure où c'est très intéressant. Par exemple, moi j'ai des utilisateurs compulsifs de la DeFi. Je leur dis,
Des fois, c'est plus simple que vous amusez, même si c'est pas vraiment le mot approprié, que vous vous amusez quand même à faire de la DeFi à titre perso, parce qu'au niveau de la société, moi, je suis capable de les traiter, mais je passe tellement de temps qu'en fait, les yields que vous allez générer vont être complètement écrasés par le temps que je vais passer à les traiter comptablement et donc les honoraires que vous allez payer pour les frais de compta. Donc, est-ce que ça vaut le coup? Voilà. Donc, c'est un peu cette typologie de réflexion qu'on doit avoir avant de se dire, bah, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Et après, la société, voilà, ils te font un comptable, tu as des obligations, bah, du coup, comptabilité, fiscalité, juridique, parce que tu dois approuver tes comptes, les déposer au greffe, voilà, tu es affiché un peu partout, alors qu'en tant que particulier, bah, Ouais. tu fais un peu ta vie et personne n'est au courant. C'est vrai que il y a ce point-là aussi à prendre en compte, c'est que d'un point de vue particulier, tu peux mieux gérer aussi on va dire les informations qui circulent sur ce que tu fais que en tant que entreprise où tu as des obligations en fait comme tu disais d'apparaître dans certains fichiers. Aujourd'hui, les seuils sont quand même très élevés hein, pour que tes comptes soient publiés et tout. Il faut voilà, un certain nombre de chiffres d'affaires qui dépassent plusieurs millions, un Ouais, certain nombre de montants au bilan, un certain nombre de salariés. Donc, à part ton nom, prénom éventuellement et maintenant l'adresse, tu peux ne plus la diffuser. Il n'y a pas beaucoup d'informations qui circulent et il y a très peu d'entreprises notamment des pure players du Web3 qui dépassent ces seuils-là pour d'ailleurs la plupart tu vois que personne ne publie quoi que ce soit en fait donc tu c'est auras vrai. aucune information de ce côté-là non plus. C'est rassurant parce que par les temps qui courent, la confidentialité, c'est plus un luxe. Exactement. Pour revenir sur la partie DeFi, est-ce que toi tu constates que certaines entreprises, qu'on a de plus en plus d'entreprises qui se disent bon, je vais acheter un peu de crypto, je vais acheter des stablecoins, je vais aller les mettre sur des protocoles comme Aave et tout ça, ou est-ce que c'est encore très très limité ce type de comportement? En fait, c'est la question, c'est plutôt quel est le profil du dirigeant qui vient te voir. Souvent, ceux qui s'amusent à aller sur la DeFi à proprement parler, vraiment décentralisé, parce qu'avant même de parler de la DeFi, tu peux aller sur des plateformes d'échange centralisées, les Ouais, SEX, sur lesquelles tu peux placer tes cryptos en stacking et recevoir des rewards. Donc ça, c'est vraiment le B.A.-ba. mm, Mais en gros, c'est quoi le profil du dirigeant? Si c'est quelqu'un qui est déjà investi à titre perso, bah, bien évidemment, naturellement, il va se dire, bah, tiens, j'investis en crypto, ensuite, je les pose en stacking si je passe par un SEX, ou alors je les envoie sur de la DeFi comme Aave par exemple. Mais si la personne est pas du tout investie mais qui veut se positionner parce que pour toutes les raisons qu'il peut avoir, en général il va pas s'amuser à, à aller les manipuler lui-même et surtout à les placer sur la DeFi. Ça reste encore anecdotique. Je pense que les moves qui vont arriver, c'est avec les grosses banques tradies, en fait, les Revolut et compagnie, qui vont nativement proposer en fait des placements dans la DeFi. Et là, je pense que ça va être plutôt un game changer pour toute cette population. Et d'ailleurs, moi, dans ma clientèle, c'est pour ça aussi que j'ai développé cette partie crypto compta pour les confrères et consoeurs. C'est que aujourd'hui, il y a de moins en moins de pure players et il y a de plus en plus de boîtes tradies qui viennent ouais. bah, pour s'exposer aux crypto, au Bitcoin et notamment utiliser les stablecoins pour payer ou pour avoir un meilleur yield parce que justement la crypto s'institutionnalise. 2025 a été l'année de l'institutionnalisation avec tout ce qui s'est passé. Je le vois moi dans mes clients en fait. L'impact est flagrant parce que et en plus derrière avec Mika qui fait que Ouais. bah il y a plus de bac à ça, personne veut s'amuser à sortir son propre token, personne veut s'amuser à sortir son stablecoin, je ne sais pas quoi, ils se disent oh là là, moi je préfère si j'ai envie de m'amuser, je vais aux US ou en Asie, mais surtout pas dans l'Union européenne parce que ça risque, enfin, je sais pas à quelle sauce je vais être mangé, donc je préfère pas prendre de risques. Et donc les boîtes qui sont déjà, qui vivent soit en mode survie, soit voilà, ils se disent, en coûte que coûte, on essaye de passer Mika parce que on vit, enfin, on peut pas s'en passer de Mika pour continuer à travailler en fait, tout simplement. Mais il y a très peu de projets innovants, en tout cas d'un point de vue français, qui sont sortis d'ailleurs en 2020, qui sont pas sortis en 2025, parce que bah, de par Mika, de par les frais de compliance qui sont énormes, et Ouais. aussi d'un point de vue géopolitique, ça craint relativement quand même avec Donald Trump et le bear market qui est, enfin, on pensait que c'était l'année
du bull market 2025 et enfin moi j'ai l'impression qu'on est en bear market, mais voilà. Donc et on nous dit qu'on est que au début du bear market, donc je ne sais même pas ce que ça sera l'année Où prochaine. on en est, ouais, c'est Voilà. vrai que cette année, moi, j'ai l'impression que ça a été plutôt l'année du flat market parce qu'on a commencé décembre l'année dernière, bah c'est là que Bitcoin avait passé les 100 000 dollars et là on revient, on est légèrement en dessous, donc vraiment c'est une année qui bah, même si elle a eu comme quelques secousses, finalement elle est assez flat cette année, donc effectivement difficile de se positionner en tant qu'entreprise crypto. Pour autant, on observe quand même que, comme tu disais, cette institutionnalisation, cas, c'est vrai que c'est beaucoup critiqué dans les entreprises de l'écosystème et que ça fait beaucoup de mal. L'avantage que ça a apporté, c'est qu'on a de plus en plus d'institutions qui viennent en se disant, on sait dans quoi on met les pieds, et puis eux, ils ont vraiment leur équipe compliance. En fait, ça peut faire l'équipe entière d'une boîte normale, donc ils ont les moyens de pouvoir se conformer. Donc, Je pense que de toute façon, c'est une suite logique. Quand je rédigeais mon mémoire, c'était un peu ce que je disais à mes copains. Profitez maintenant des initiatives qu'il y a sur la DeFi et n'attendez pas parce que dans quelques années, en fait, c'est votre propre banque qui va vous proposer du yield parce que eux ils vont se positionner sur la DeFi en fait tout simplement. Donc je me suis pas loupé justement en faisant toutes ces recherches là. En même temps, enfin, on n'est plus juste entre quelques millions de personnes à manipuler de la crypto. C'est un vrai enjeu et c'est un vrai enjeu au dehors de juste détenir de la crypto ou spéculer de la crypto. D'investissement à CZ, je lisais un rapport en fait qui date du mois d'octobre qui indiquait en fait qu'on est passé, je crois, de 300-400 millions à presque 800 millions d'utilisateurs dans le monde, mais tu vois, on est que à 10% de la population mondiale. Donc l'idée c'est d'augmenter ce nombre-là, mais ça c'est pas avec des gènes de la crypto qu'on va y arriver. Donc on est obligé de passer par des Revolut, on est obligé de passer par des bien visas, sûr. que ça nous plaise ou pas d'un point de vue philosophique ou je ne sais Mm. autre raison. Mais ça passera comme ça en fait. Dans tous les cas, on n'a pas d'autre choix si on veut avoir la mass adoption. La preuve, je sais pas si t'avais vu ça, moi, deux gros mastodontes qui ont annoncé des choses. Bah déjà, c'est Amundi avec l'ETF Bitcoin et il me semble aussi d'autres cryptos à partir de 2026. Et la Bread, quand même, on va dire une banque entre guillemets à la papa, qui sort son offre crypto directement dans son appli bancaire classique. Donc ça, ce sont vraiment, à mon sens, en tout cas en Europe, les deux grands signes d'institutionnalisation du sujet et du fait que on n'est plus des gènes de la crypto, quoi. Avec ses avantages et ses inconvénients, bien évidemment. Bien Mais sûr, bien sûr. moi, je suis quand même relativement content de, euh, de manipuler encore mes propres cryptos à Mm, gérer moi-même. Mais voilà, ça reste quand même, même si pour nous c'est relativement simple, c'est pas à la portée de tout le monde. Et il faut vraiment exactement. avoir une hygiène informatique. C'est bien cette souveraineté monétaire, mais derrière, si tu perds, voilà, si tu te loupes d'un truc, si tu perds tes accès, enfin, c'est pas la Bread ou Amundi qui va t'aider parce que tu les as perdus, tu assumes en fait. À l'assumer. Enfin, tout le monde n'est pas prêt à passer ce risque-là en fait pour l'instant, mais et du coup c'est plutôt de mon point de vue c'est plutôt une bonne chose. Et tu vois si j'allais un peu plus loin et ne serait-ce que vis-à-vis d'une des questions que tu m'as posées au tout début de l'émission, qui était les experts comptables. Je pense qu'avec l'arrivée de Bread, Amundi et ainsi de suite, en fonction de comment ça se matérialiser, pardon, cette manipulation de la crypto, potentiellement ils vont se dire là maintenant il faut qu'on s'y intéresse en fait pour de vrai. Là, on peut plus se dire, C'est vrai. enfin on peut plus refuser ses clients crypto ou de ne pas euh, se former à ce sujet-là. Et donc, je pense que ça va redevenir un sujet plus tard, dans les mois et années à venir, pour les experts comptables de se former et de monter en compétence sur ces sujets. Et je pense que d'ici là, la facturation électronique sera passée. Et donc, ils auront du temps pour se former Ouais. et monter en compétence et proposer des nouvelles offres de services sur ce sujet-là à ses clients. C'est vrai qu'avec l'arrivée des gros comme ça, que ce soit les experts comptables, les notaires ou tous les métiers, enfin, ou même les avocats fiscalistes, donc des métiers, des tiers de confiance, vont maintenant se dire bon, c'est le moment vraiment d'y aller parce qu'il y aura beaucoup de clients à accompagner sur le sujet. Et puis surtout, les règles du jeu commencent à se clarifier. Il n'y aura plus d'excuses maintenant
pour ne pas y aller. Il y a un point que je voulais aborder avec toi, c'est la question du mining. Celle-ci, elle est toujours un peu tricky, un peu compliquée à matérialiser. Donc, comment ça se passe en fait pour une entreprise qui dit bon, j'ai déjà franchi l'étape d'investir et d'acheter un peu de Bitcoin. Maintenant, je vais aller à l'étape d'après, c'est d'investir en fait dans des serveurs de minage. Comment ça se traduit d'un point de vue comptable? Bah, en fait, tu vois, c'est quelque chose qui est très simple. C'est comme les paiements. Je sais pas si c'est un sujet qu'on va aborder plus tard, Ouais, mais du coup, je répondrai plus tard sur ce sujet-là. Mais pour répondre à cet aspect mining, en fait, si c'est ton activité accessoire, les revenus que tu génères iront dans une catégorie de revenus dans la comptabilité qui sont dédiés aux revenus annexes, en fait, tout simplement. Et donc, tu attends pas de les swapper ou de les avoir en fiat parce que souvent écoute, je les ai pas soiffés, ils sont toujours dans le wallet, machin. Non, en fait, quand tu as réceptionné le reward, en fait, on part de la date de réception de ce reward, tu comptabilises au taux du jour et en fait, tu le matérialises au niveau de la comptabilité. Donc ça, c'est pour la partie bilancielle et pour l'acquisition du matériel, en fait, ça part en IMO et tu peux déprécier ton en immobilisation en fonction de l'usage qui va entre 3 et 5 ans. En général, c'est voilà, on se situe plus sur du 3-4 ans sur le matériel qui est acquis, mais il n'y a pas d'autre complexité de ce côté-là. Je sais qu'il y a beaucoup de clients qui se disent oui, mais est-ce que j'ai le droit, est-ce que machin. Si, en fait, il y a pas mal de légendes aussi qui circulent sur ce sujet de il faut que je le mentionne dans l'objet de mes statuts. Non, en fait, j'allais te poser la question. il faut absolument pas. Si c'est quelque chose qui est, si tu changes d'activité aussi, je sais pas, pour reprendre ton exemple de vendeur d'automobile, si tu as acquis un certain nombre de matériel et qu'au final en fait, tu gagnes beaucoup plus d'argent avec ces rewards de crypto que tes ventes d'automobiles. Là, potentiellement, il faut se poser la question de est-ce que je change pas mon objet? Est-ce que peut-être la vente d'automobile n'est pas devenue accessoire par rapport à mon activité de mining, tu vois? Mais c'est pas parce que tu as acquis, c'est souvent l'exemple que je sors, tu fais 3 millions de CA et que tu as acquis 50 000 euros de machine de minage et qui te génère je ne sais pas combien d'euros de mining à tous les ans, tu vas pas changer ton objet social. Ou même, tu vois, pour aller un peu plus loin, j'entends aussi souvent certains spécialistes qui disent, bah oui, en fait, il faut que ça soit permis dans l'objet social d'investir en crypto, mais non, en fait, c'est marqué nulle part que c'est permis comme ça. En fait, du moment que c'est pas ton activité principale et que c'est vraiment de la trésorerie excédentaire, de la même manière que tu investis dans les comptes à terme, tu as le droit d'investir en crypto du moment que tu n'abuses pas. Ok. Au moment aussi tu commences à abuser avec le cas de la TVA que je t'évoquais tout à l'heure, Ouais. ou alors que ton activité devient très importante, oui, là, tu te poses la question de l'objet social, mais sinon, tu as le droit de le faire et le traitement est très simple, qui est celui que je t'ai évoqué tout à l'heure. Et du coup, pour bien insister là-dessus, donc les machines de minage qui sont acquises, elles vont pouvoir être déduites comme des frais en fait, de la société. C'est une immobilisation, c'est la première chose. Donc, ça va dans le haut du bilan. Cette machine est amortie sur la durée d'usage qu'elle va être utilisée. Donc, dans le cadre de cette mining, on va partir sur, on va dire, sur 3 ou 4 ans. Donc, supposons que tu as Ok. acheté 50 000 euros, tu divises par 4 si on part sur 4 années d'amortissement. Donc, la quote-part des 50 000 que tu divises par 4 iront en charge dans les comptes d'amortissement qui sont prévus. Et donc, sur les 50 000, en d'autres termes, pour faire plus simple, les 50 000, tu les répartis sur 4 années comptables et donc ça Ok. te donne ta charge par année. Mais c'est pas les 50 000 tout de suite que tu vas Tu vas déduire de ta, déduire. de ta charge. C'est lissé, voilà, comme un Lycée. amortissement en fait C'est ça, classique au final. exactement. Ouais. Et du coup, j'ai perdu le fil. Mining. Donc, je me rappelle plus de ma question. C'est dingue, j'ai un blanc. Mais c'est pas grave, on va passer au paiement. On va passer au paiement. Tu te posais la question un peu que tu me disais, c'était est-ce que ça vaut le coup mining perso ou pro? Oui, 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 c'est ça, exactement. En fait, ma Exactement. réponse va être celle que je t'ai donnée tout à l'heure aussi dans le cadre de est-ce que ça vaut le coup d'investir en crypto ou pas, c'est quoi ton projet? En fait, souvent on se dit bah tiens, je vais créer une SCI, je vais créer une holding, je vais faire de la gestion patrimoniale, mais pourquoi en fait? Moi, je passe beaucoup de temps avec les entrepreneurs sur cette question du pourquoi, c'est quoi
profil, c'est quoi ton horizon de placement, qu'est-ce que tu vas faire de ces sous, est-ce que tu es marié, tu as des enfants, est-ce que tu comptes rester en France, tu vois, c'est toutes ces choses-là. Parce que si c'est juste une machine de minage que tu as acheté, j'en sais rien, et qui va te générer quelques rewards par an, est-ce que ça vaut réellement le coup de créer une société? Si tu es un spécialiste, je sais pas, tu as hérité dans 2 millions et que tu es un fervent croyeur du mining, tu veux tout investir au mining, là peut-être que ça vaut le coup de créer une boîte et tu vas professionnaliser cette activité parce qu'elle va potentiellement te générer un certain nombre de sous qui risquent d'être considérés comme de l'activité professionnelle. Donc voilà, vaut mieux que tu mettes ça dès le départ dans une activité dédiée pour ça. Tu vois, donc c'est en fonction de tout ça que la réponse, enfin la décision sera communiquée. Ça marche. Effectivement, faut faire vraiment un bilan en fait, de sa situation, pas y aller parce que on a entendu un youtubeur qui a dit que c'était plus plus C'est ça. intéressant fiscalement de le faire, mais vraiment analyser sa situation personnelle, ses objectifs et en fonction de ça choisir la forme qui convient bien. Tout à l'heure, tu as évoqué que par exemple, j'ai un certain volume de chiffre d'affaires, j'investis une partie en mining ou même en crypto. Tant que ça ne dépasse pas un certain seuil, on peut pas réqualifier l'activité. Est-ce que ce seuil il est déjà défini en fait au niveau des normes comptables ou alors c'est vraiment au bon vouloir de l'administration fiscale de se dire là, tu aurais dû changer l'objet social de ta société parce que ça fait un gros volume quand même par rapport à ce que tu gagnes. Alors, le seuil n'est pas défini, sinon tu te doutes bien que on serait pas questionné sur ce sujet-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, en fait, ça reste du bon sens. Et Ok, juste pour apporter plus de précision à ce que tu disais, c'est pas le chiffre d'affaires, c'est la trésor que tu as placé d'accord. dans le mining. Ok. Parce que tu peux faire 3 millions de chiffre d'affaires et n'avoir que 50 000 euros de trésorerie et donc tu vas potentiellement pas utiliser l'entièreté de ces 50 000 pour faire du mining, tu vois ce que je veux dire? Il y a déjà cette notion de trésorerie versus chiffre d'affaires. Maintenant, supposons que ta trésorerie est réellement très excédentaire qui ne te sert à rien à part investir au lieu qu'elle dorme, tu achètes tu fais du minage. Si ce reward du minage est très proche de ton CA, voire dépasse ton CA de revenus sur une année, ça peut être une année exceptionnelle, ok, parce que le Mhm. Bitcoin a fait, je ne sais pas, x2, x3, j'en sais rien. Mais si pendant 2, 3 ans, en fait, tu as complètement basculé parce que tu as continué à acheter en fait des machines en auto-compounding à côté, etc. Et que là, tu te dis, et même toi, en fait, tu passes de plus en plus de temps sur ce volet-là, et que pour reprendre ton activité de vendeur de véhicules, tu en passes de moins en moins et que cette activité en baisse, là, tu te poses la question de, allez, je change mon objet social, je fais le formalisme qui est nécessaire, etc. Mais c'est pas aussi systématique que ça. Ça répond forcément à ta question, mais Oui, c'est ça, c'était de savoir, est-ce que si au bout d'un seuil, tu n'as pas fait la démarche, est-ce que l'administration fiscale peut venir te voir en disant, là, tu aurais dû le faire parce que tu as dépassé tel seuil. Mais ce que je comprends, c'est que c'est vraiment, on va dire, du bon sens, quoi. c'est du bon sens, ça c'est la première chose. Et pourquoi on parle d'objet social? Parce qu'en fait, l'objet social, l'INSEE te donne en fait catégorise, du coup, dans une catégorie, en fait, te donne aussi le code NAF. Et ce Ok, code NAF, en fait, souvent est important dans le cadre de si tu as des salariés. Parce que derrière ok, ce code NAF, tu as des conventions collectives qui s'appliquent. Et donc, si t'es pas dans la bonne convention collective, potentiellement, tu aurais dû être dans cette catégorie de convention collective. Je sais pas, je vais te prendre des exemples que je connais assez bien, notamment en matière de convention collective, qui est la Syntec, qui est souvent dans le monde de la crypto, qui est très utilisée parce qu'ils développent des protocoles, des machins et tout. Et donc, c'est la convention collective de Syntec. C'est une convention collective qui est très avantageuse pour les salariés. Ok, et donc, si on applique une autre convention collective qui est potentiellement moins avantageuse, par exemple, il n'y a pas de prime de vacances, il n'y a pas de prime d'ancienneté, tu n'acquiers pas plus de jours de congé à partir de tant d'années d'ancienneté, un salarié peut t'attaquer et te dire écoutez, moi je comprends pas pourquoi vous appliquez pas cette convention collective. Et c'est des choses qui nous est arrivé en fait au niveau des clients, où c'est les salariés qui attaquaient, ils disaient écoutez monsieur l'employeur, en fait vous appliquez pas la bonne convention collective et voici les impacts négatifs pour moi. J'ai pas acquis tant de jours alors que j'aurais dû machin etc. Donc voilà, quand tu es en solopreneur, en général, voilà, t'es tranquille, mais quand tu as une vraie activité, tu as des salariés, en général, quand tu fais 3 millions CA, sauf si tu es sur YouTube et
et à Dubaï, etc. En général, les vraies personnes, ils ont des salariés en fait. Tout à fait. Et donc, tu as des impacts derrière qui peuvent être différents, justement avec cette histoire d'objet social. Tout à fait. Donc effectivement, c'est encore une fois à juger en fonction de l'activité, de son propre contexte, et C'est puis ça. aussi pour se protéger. Donc à un moment donné, aussi avec l'appui en fait, l'appui et les conseils de son expert comptable, j'imagine, pour pouvoir se dire bon là, on ferait mieux de basculer pour ne pas avoir de problème plus tard. Et bah, la question du paiement, si je récapitule bien ce qu'on a vu depuis le début de l'interview, c'est que quand on reçoit en tant qu'entreprise un paiement ou qu'on achète de la crypto, les trois comptes en fait sont toujours valables. C'est que soit ça va être dépensé ou vendu dans les mois qui viennent, donc ça rentre dans le premier compte, donc celui qui est vu comme la trésorerie. Ensuite, il y a le compte d'investissement long terme, donc l'immobilisation incorporelle, ou bah, la partie trading quand on a une activité de trading. Est-ce que c'est similaire quand on est payé en crypto, quand on vend des biens et services en crypto? Lorsque tu vends ou tu payes, bah, on est tout de suite dans la catégorie 522, dans ce qui est de l'instrument de trésorerie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et d'un point de vue obligation, tu as cette notion d'obligation d'émettre ta facture, de mettre les mentions et tout, et ça, tu as cette notion de paiement de la même manière que tu reçois les euros qui vont dans un compte 512. Du coup, si les clients s'intéressent à quel comptable, enfin les auditeurs s'intéressent à quel comptable c'est, bah là en fait la crypto va euh, se comptabiliser dans un compte 522. Mais Ok, d'un point de vue obligation, d'un point de vue traitement, c'est le même. En fait, c'est la tu vas quand même payer la TVA, tu vas quand même éditer une facture, tu vas quand même faire l'ensemble de tes déclarations. C'est juste aussi mettre, souvent c'est une mise en garde que je fais un peu auprès des clients, qui est le money management. Parce que si ton client t'a tout payé en crypto, aujourd'hui, si ta facture, je sais pas, tu as émis une facture de 12 000 euros et donc il y a 10 000 euros hors taxes de prestations de services et 2 000 euros de TVA et qui t'a payé tout en 12 000 euros de TH, toi, il faut que soit tu as déjà de la trésor en fiat pour payer tes 2 000 euros de TVA, soit tu swaps les 2 000 euros ou l'intégralité en fonction des choix que tu fais pour pouvoir payer tes obligations fiscales, enfin tes dettes fiscales et sociales, parce que bah, ça va pas être, ça pourra pas être payé dans peu importe la crypto, parce qu'aujourd'hui, la seule monnaie qui est légale en France, c'est c'est l'euro. Donc l'euro. c'est vraiment cette notion de money management. Mais toi, d'un point de vue obligation, il n'y a rien qui change. Euh, c'est de la même manière que si tu as été payé en euros. Mais du coup, est-ce que si le client, comme j'en ai eu, qui me dit, moi, le fait d'accepter les paiements en Bitcoin, c'est une façon pour moi d'accumuler du Bitcoin dans mon entreprise. Est-ce que ça va quand même dans le 522 ou ça va dans le compte immobilisation incorporée? Ça va dans le compte 522 au départ et après, au moment de l'établissement de bilan et du coup des travaux d'inventaire, tu poses la question bah, en général, tu le sais déjà, donc, tu poses pas la question en fait parce que, en tout cas pour ma part, je suis en contact assez régulière, enfin régulièrement, je veux dire, avec mes clients, donc je sais leur position, leur profil d'investissement, leur stratégie et donc je sais déjà quel compte je vais appliquer. La première comptabilisation, ce sera toujours un compte 522 et Ok. qui ensuite bah, qui va aller potentiellement dans un autre compte en fonction de la stratégie qu'il aura adoptée. Et dans le cadre parce que ça aussi, c'est des solutions sur lesquelles quasiment toutes les solutions qui permettent d'accepter les paiements en crypto le font, la conversion automatique en fiat. Là, il y a quasiment rien à faire en fait d'un point de vue comptable parce que de toute façon, on reçoit des euros à la fin de la transaction. Alors ici, il y a une subtilité qui est que c'est la même chose en fait. C'est un sujet que j'ai abordé notamment dans les associations sur les sujets de donation. En fait, c'est qui est le détenteur du wallet, qui reçoit réellement. Est-ce que tu passes par un intermédiaire Ok. qui s'occupe des transactions crypto et qui ne te donne que l'euro, ou alors Hmm. c'est toi, c'est ton wallet qui est détenu et tu as signé un mandat pour qu'il passe la transaction, parce que dans un premier cas, en fait, si tu as un mandat où c'est ton PSAN, par exemple, qui s'occupe des cryptos, t'as pas, toi, tu recevras des euros, il n'y a pas d'impact crypto-euro. Mais Hmm. dans l'autre cas, si le PSAN a juste pour mandat de swapper, Oui. euh, là, tu as l'obligation de saisir la crypto-compta et ensuite le swap en euros en fait. Donc tout est une question de quelle typologie de mandat tu as avec les intermédiaires qui sont dans ce cas de figure. Ok. Ça va dépendre
du prestataire en fait que tu as en face, comment il gère Le le prestataire stockage. et la prestation que tu as signée avec ce Ouais, prestataire, en fait, tout simplement. ça marche. Le dernier point que je voudrais aborder avant de conclure l'interview, c'est est-ce que tu as une vision par rapport à ce qui se fait à l'international? Est-ce que la comptabilité française sur les cryptos, elle est spécifique par rapport à ce que tu as pu entendre ou observer de confrères ou consoeurs à l'étranger, ou est-ce qu'on est globalement dans les mêmes normes? Alors, même si on enlevait le volet crypto, la compta française, elle est très très atypique versus par exemple l'US GAAP, l'IFRS ou d'autres GAAP que j'ai pratiqué par le passé et que je pratique en fait pour notamment certaines fintech qui ont leur propre filiale en France et en fait du coup à qui je dois rendre des comptes en IFRS ou dans UK GAAP ou etc. Et donc je dois faire ces mappings là. Et donc en fait par principe la compta française est très atypique, le traitement comptable n'est pas le même, le traitement des informations n'est pas le même. Sur certains points ils sont en avance, sur d'autres points on est très en avance également, mais ils se basent, ils s'inspirent aussi beaucoup de nous, mais surtout d'un point de vue juridique plutôt que d'un point de vue comptable. Comme on a des traitements qui sont différents, tu vois, par exemple, pour donner un exemple concret, pour le leasing que nous, on comptabilise en charge en France, chez eux, c'est dans l'immobilisation. Et donc, pareil, les cryptos, en fonction de certains critères, ça va directement en immobilisation ou alors ça va en charge, etc. Tu vois, c'est pas nous, on a beaucoup de catégories, on a beaucoup de comptes comptables, derrière beaucoup de retraitements de fin d'année. Tu vois, un Bitcoin ne s'amortit pas. Tu vois, tu dis pas que bah, je vais utiliser ce Bitcoin pendant 5 ans, donc je vais amortir ce Bitcoin. Pourtant, c'est une immobilisation, mais tu ne l'amortis pas, tu le déprécies, alors que bah, eux, ils ont d'autres règles comptables. Tu vois. Donc, en fait, tout dépend de la question. On est très loin d'avoir des pratiques convergentes. On est plutôt sur du divergent, mais ça, c'est de manière plutôt générale que d'un point de vue crypto-compta à proprement parler. Ça marche. Et est-ce que dans Odell Consulting, tu accompagnes aussi des entreprises qui ont une dimension internationale ou par exemple, si quelqu'un nous écoute aujourd'hui qui se dit ah tiens, je vais faire appel à Hussein alors que je suis par exemple en Belgique ou au Luxembourg, est-ce que tu réponds quand même à ce type de client qui est spécifique à la France? J'ai énormément de clients qui sont à l'étranger, comme je te le disais tout à l'heure, mais par contre, la particularité, c'est que ces clients, soit ils ont une filiale en France, et bah, du coup ils opèrent de leur pays en question, mais ils ont une filiale en France parce qu'ils ont une activité commerciale en France, ils ont des salariés en France, donc on les traite. Par contre, si c'est une comptabilité en Belgique, une comptabilité aux US, non, je suis pas capable de le faire. Et par contre, j'ai un grand réseau et je saurais toujours trouver soit un comptable, soit un fiscaliste, soit n'importe quel confrère ou consoeur qui pourront répondre à leurs problématiques parce que en fait, bah, comme je te disais, chaque comptabilité a ses spécificités, a Tout ses à fait, comptes oui. comptables et on fait appel à des organismes sur lesquels c'est déjà assez compliqué en France, donc on va pas s'aventurer. En tout cas, pour ma part, je m'aventure pas dans d'autres pays, mais par contre, de l'autre côté, je disais, j'ai pas mal de fintech, notamment sur le volet bah, du coup PSAN, PSCA, qui viennent me voir de par cette double spécificité, parce qu'en fait, avant de créer Odol, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais j'ai passé quasiment 10 ans à accompagner en fait des filiales françaises de groupes étrangers. Donc j'ai cette double casquette étranger et crypto. Et donc c'est en plein mille si tu regardes un peu les dernières PSCA qui sont passées, une bonne partie au niveau Union européenne sont en fait bah, du coup en dehors de la France. Et il y en a beaucoup qui ont déjà créé une entité en France et d'autres sont en train d'envisager d'en créer une en France pour s'adresser, parce que du coup le PSCA leur permet de s'adresser à l'ensemble des clients partout dans l'Union européenne et donc pourquoi pas opérer directement avec une filiale dédiée en France, notamment pour la partie française, donc sur lequel moi j'interviens, bah, sur l'implémentation d'une structure, parce que tu peux avoir différentes formes de structures pour s'implémenter en France. Ensuite, quelle fiscalité, le recrutement du premier salarié. Des fois, ils savent pas forcément comment gérer le salarié. Le premier salarié, le country manager, souvent, il va développer l'activité. Donc derrière, nous, on intervient sur tous ces volets qui sont pas a priori à base de compta, mais du coup sur, enfin, de crypto, je veux dire. Et derrière, ensuite, va venir se plugger le volet crypto. Tout à fait.
Ok, en tout cas, merci beaucoup, très clair, Hussein. Comment on peut te trouver si quelqu'un veut te contacter, comment il fait? Écoute, principalement sur LinkedIn, je suis relativement actif, même si du coup je parle très peu de crypto en ce moment. Mais voilà, je suis assez réactif sur LinkedIn, donc ils peuvent me contacter dessus. Ça marche. Bah, je mettrai le lien de ton profil LinkedIn en description. Merci beaucoup, Hussein, pour toutes les informations que tu as partagées pendant cette interview, beaucoup de valeur. Merci encore pour ça et à très bientôt. Merci beaucoup, Elodie. Ciao, ciao.